C'était il y a longtemps, dans un petit village d'Afrique. Deux enfants, Moïra et Kémi, se croisèrent pour la première fois. Un simple regard, et le temps s'arrêta. Sous le grand baobab, ils se firent une promesse, celle de ne jamais se séparer, de s'aimer, quoi qu'il arrive. Dans la lumière dorée du couchant, leurs petites mains scellèrent un lien que rien ne semblait pouvoir briser. Leur famille se connaissait depuis des générations, deux villages voisins, deux traditions unies dans la paix. Le père de Moïra, Boucha, et celui de Kémi, Wami, scellèrent un pacte d'honneur. Ils rêvaient déjà du jour où leurs enfants deviendraient mari et femme. Les années passèrent, et le jour tant attendu arriva. Le village tout entier célébrait l'amour de Moïra et Kémi. Ils échangèrent leurs anneaux, leurs vœux et leurs regards. L'enfance laissa place à la promesse d'une vie à deux. Sous un ciel de fleurs et de bénédictions, ils s'unirent enfin. C'était un amour pur, simple et sincère. Ils quittèrent le village pour la ville, décidés à bâtir leur propre monde. Une maison moderne, 2 chambres et beaucoup d'amour. Les jours s'écoulaient paisiblement. Rire, repas partagés, tendresse. L'amour vivait dans chaque geste. Mais chaque nuit, Moïra faisait le même rêve. Un homme, sans visage. Sa présence était étrange, puissante, presque envoûtante. Dans ses songes, elle ressentait un désir inconnu. Ce n'était plus un rêve, mais une emprise. Chaque matin, elle se réveillait en sueur, honteuse, troublée, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Peu à peu, Moïra changea. Elle devint distante, froide, insensible à l'amour de Kémi. Les mots doux se transformèrent en cris. L'harmonie disparut, remplacée par le mépris et la colère. Kémi ne la reconnaissait plus. Cette perle qu'il avait chérie s'éloignait de lui, jour après jour. Il se souvint alors des paroles de sa tante Véa. Elle lui avait dit « Une ombre suit ta bien-aimée, elle n'est pas seule, Kémi. » Ces mots résonnaient dans sa tête, comme une vérité qu'il refusait d'admettre. Les parents de Moïra, inquiets, vinrent leur rendre visite. Les rumeurs avaient franchi les frontières du village. Kémi, tête baissée, ne savait que dire. Même lui ignorait ce qui rongeait sa femme. Mais le père et la mère de Moïra comprenaient déjà. Ils échangèrent un regard lourd de secret. Boucha détourna l'attention de Kémi. Pendant ce temps, Iyamé entra dans la chambre pour parler à sa fille, car un secret, enfoui depuis toujours, devait enfin être révélé. Iyamé regarda sa fille dans les yeux. Les larmes coulaient sur ses joues, et d'une voix tremblante, elle murmura « Il est temps que tu saches la vérité. Un secret enfoui, une promesse brisée. L'histoire ne fait que commencer. » Depuis sa naissance, Moïra portait un héritage dont elle ignorait tout, une relique mystérieuse, transmise de mère en fille depuis des générations. Une bénédiction, disait-on, mais à quel prix? Moïra, maman, papa et toi, vous êtes heureux depuis tant d'années. Quelle est donc la chose précieuse que cette relique t'a prise? Iyamé, c'est pour cela que tu es mon unique enfant. Cet esprit ne m'a plus jamais laissé en avoir d'autres. J'aurais voulu qu'il ne te touche pas, Moïra. Ce jour-là, la jeune femme comprit que son destin était déjà scellé à sa naissance, qu'un lien invisible l'unissait à un esprit plus ancien que le temps lui-même. Les jours passèrent, mais les nuits devinrent différentes. Moïra revoyait cette ombre, encore et encore. Dans son rêve, elle habitait une maison inconnue et tenait dans ses bras un enfant de 2 ans. Un enfant né d'un monde que Kémi ne pouvait comprendre. Cette grossesse n'était pas de chair, mais d'esprit. Et ce lien, bien plus fort que le premier, l'enchaînait à l'ombre. Boucha et Iyamé, désespérés, lui remirent une relique, un bracelet de cuivre, symbole de protection et d'équilibre. Boucha, porte-le toujours, ma fille. Ce bracelet éloignera l'esprit, mais seulement pour un temps. Ils prièrent pour elle, puis retournèrent au village, le cœur serré, sachant que le danger ne faisait que commencer. Les nuits suivantes furent pires encore. Moïra refusa désormais de partager le lit conjugal. Kémi dormait dans la chambre d'amis, impuissant. Son ventre gonflait mystérieusement. Ses collègues, heureux, la félicitèrent. « Félicitations, Moïra.
mais une odeur étrange commença à flotter autour d'elle. Son esprit, rongé de l'intérieur, se consumait peu à peu. Pendant ce temps, Kémy s'enfonçait dans l'alcool. L'homme fort qu'il était devenait l'ombre de lui-même. Une nuit, il rentra plus tôt que d'habitude. La maison était silencieuse. Il appela « Moïra, Moïra !» Puis il la trouva effondrée au sol, le souffle court. Son visage était pâle, presque sans vie. Pris de panique, Kémy la souleva dans ses bras, courut vers sa voiture et démarra en trombe. Sous la pluie battante, les phares perçaient la nuit. Son cœur battait à tout rompre, une seule pensée en tête. « Ne me la prends pas, pas elle !» Entre le monde des vivants et celui des esprits, une guerre invisible venait de s'ouvrir, et Moïra, sans le savoir, en était devenu le champ de bataille. À l'hôpital, les machines bourdonnaient, les médecins parlèrent de grossesse, mais Kémy savait que cela était impossible. Depuis des mois, il ne la touchait plus. Pour lui, ce qu'il voyait grandir dans le ventre de Moïra ne pouvait être que le fruit d'un mystère ou d'une malédiction. Moïra, allongée sur le lit d'hôpital, fixait le plafond, épuisée. Les médecins multiplièrent les examens, IRM, scanner, analyse. Puis le verdict tomba, ce n'était pas un enfant, mais un fibrome de 4 kg. Ce qui grandissait en elle n'était pas la vie, mais le poids d'une douleur silencieuse. Cette nuit-là, Moïra sombra dans le sommeil. Mais dans ses rêves, l'ombre était là, comme toujours. Tu m'as menti, je ne suis pas en bonne santé. Quel homme veut du mal à sa femme? L'ombre. Je ne peux pas t'ôter la vie, Moïra, tu es ma reine. Et voici notre enfant. Devant elle apparut un enfant de 2 ans, au regard vide, irréel. Moïra pleura dans son sommeil, consciente que ce n'était qu'une illusion. Mais sa douleur, elle, était bien réelle. Les jours suivants, Kémy l'emmena dans d'autres hôpitaux. Partout, les diagnostics changeaient, fibrome, puis tuberculose digestive. Autant de diagnostics que d'hôpitaux, autant d'espoir que de déception. Kémy, épuisée, appela ses parents. « Papa, maman, je n'en peux plus. » Elle s'éteint devant moi. Les mots résonnaient dans le vide. Et le vide devint son compagnon de route. Kémy prit la route du village. Il transportait Moïra, faible, presque sans souffle. La poussière des chemins se mêlait à ses larmes. Tante Véa, en les voyant, secoua la tête. « Je t'avais prévenu, Kémy, il n'y a plus rien à faire. Ce que tu portes là, c'est presque un cadavre. » Elle le conduisit vers un tradit praticien, mais lui aussi dit « C'est trop tard pour elle. Elle n'en a plus pour longtemps. » Même les anciens baissèrent les bras, et le silence du village pesait plus que la douleur. De retour en ville, Kémy chercha Dieu. Il visita plusieurs assemblées chrétiennes, pria, jeûna, pleura. Mais rien ne changeait. Chaque nuit, Moïra souffrait davantage. Puis, un jour, alors qu'il marchait seul dans la rue, il rencontra une femme. Son visage respirait la paix, sa voix, la lumière. « Je sais ce que tu traverses. J'étais morte, moi aussi. Mais Dieu m'a relevée. Kémy, est-ce possible? Après tant de souffrances, tout est possible à celui qui croit. » Kémy, bouleversé, demanda « Comment t'appelles-tu? » « Je m'appelle Waris. » Et dans les ténèbres de la douleur, une lumière venait de naître.